La tempête de neige ne se souciait pas qu'elle était vieille, sans abri ou à court de force. Une femme âgée et son chien erraient à travers le blizzard, ne portant rien d'autre que loyauté et peur. Chaque maison était chaude, chaque fenêtre allumée, pourtant chaque porte restait fermée jusqu'à ce que son chien s'arrête devant une cabane solitaire sur la montagne et refuse de bouger. À l'intérieur vivait un ancien Navy SEAL qui s'était coupé du monde après avoir perdu tout ce qu'il aimait. Un coup à la porte le ramènerait au danger, à la justice et à un combat que personne n'attendait. Avant que nous commencions, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires vraies de compassion et de foi. La ville sous la montagne semblait douce de loin. Fenêtres brillantes, fumée de cheminées montant dans un ciel dur et étoilé. Pourtant de près, le froid avait des dents. Il glissait sous les portes et dans les poumons. Il transformait les petites erreurs en urgence. Les nuits comme celle-ci, les gens ne se rassemblaient pas seulement autour de leur poêle pour se réchauffer. Ils se rassemblaient pour garder le monde dehors, pour empêcher le chagrin de trouver une place à table. Loin au-dessus du ruban de lumière de la ville, une cabane solitaire s'accrochait à la pente. Un seul carré de lumière ambrée saignait à travers une étroite fenêtre, comme si la montagne elle-même tenait une allumette contre l'obscurité. L'homme à l'intérieur avait choisi cette cabane pour la même raison qu'il avait choisi le silence. Elle ne posait pas de questions. Mason Hill avait 40 ans et était bâti de la manière dont des années disciplinées bâtissent un corps. Aux épaules larges, sodes, athlétique d'une manière contrôlée et pratique, comme quelqu'un qui s'entraînait pour fonctionner, pas pour impressionner. Son visage avait la structure nette et acérée d'un homme qui avait appris à ne pas laisser l'émotion transparaître à la surface. Mâchoire forte, pommette angulaire, pas de barbe, pas de douceur qu'il ne pouvait justifier. Ses cheveux étaient brun foncé, coupés en un undercut soigné, qui semblait toujours fraîchement coupé, même au milieu de nulle part. La propreté était l'un des rares conforts auxquels il faisait encore confiance. Ses yeux étaient bleu-gris, calmes, vigilants, des yeux qui avaient regardé dans les couloirs et dans des tempêtes de poussière, des yeux qui avaient appris à lire le danger dans une posture et la miséricorde dans un souffle. Il portait ce qu'il portait toujours, même en hiver, même en isolement. Un haut à manches longues vert camouflage ajusté et un pantalon camo assorti, tous deux coupés près du corps, tactique et soigné. Une ceinture tactique sombre était fermement autour de sa taille, avec une pochette et un porte-étui qui suggéraient des outils toujours à portée de main. Des bottes militaires haute couleur sable se tenaient près du foyer quand il était à l'intérieur. Épaisse semelle et faite pour un terrain impitoyable. Une montre métallique de luxe avec un cadran noir et un bracelet en acier captait la lumière du feu chaque fois qu'il bougeait ses mains. C'était une petite indulgence, un rappel que le temps existait toujours même quand il essayait de vivre en dehors de lui. Ce soir, Mason faisait ce qu'il faisait chaque nuit où le temps devenait mauvais, gérant la cabane comme une mission. Il empilait du bois fendu près du poêle, vérifiait le loquet de la porte arrière, passait un chiffon sur la petite photographie encadrée qui vivait sur la cheminée. L'image était assez vieille pour que les coins s'étaient adoucis. Le visage d'une femme souriait d'elle, chaleureux, courageux, fatigué de la manière dont seules les mères étaient fatiguées. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et ses yeux tenaient une certitude calme qui serrait la gorge de Mason chaque fois qu'il regardait trop longtemps. Sa mère avait été sa dernière vraie maison. Elle était morte pendant qu'il était outre-mer. Une de ces blagues de timing cruel que l'univers aimait jouer, le genre qui faisait qu'un homme croyait au destin seulement pour le haïr. Il était retourné à une maison qui se sentait comme une coquille vide. Il avait vendu ce qu'il pouvait. Il avait conduit vers le nord jusqu'à ce que les routes se rétrécissent et que l'air sente le pain au loin. Il ne haïssait pas les gens, il ne haïssait même pas la ville en contrebas. Il savait juste que le silence était plus facile à gérer que la mémoire. Le feu crépita. Mason s'assit avec une tasse devenue tiède,
fixant le poil comme s'il pouvait lui montrer une vie différente s'il fixait assez longtemps. Il ne le fit pas. C'était le marché. Vous échangez les miracles contre la prévisibilité, et puis le son vint. Pas le vent, pas le craquement des vieilles planches. Un coup, doux, presque prudent, comme quelqu'un qui ne croyait pas avoir le droit de demander quoi que ce soit. Le corps de Mason répondit avant son esprit. Ses épaules se tendirent, sa respiration se fit plus basse, son attention s'aiguisa en ce faisceau étroit familier. Pendant une seconde, il se haïssait pour la rapidité avec laquelle le passé se réveillait en lui. Puis le coup vint de nouveau, suivi de quelque chose de plus calme, un grattement contre le bois et un gémissement bas et retenu qui n'appartenait pas à la forêt. Mason se déplaça à travers la cabane sans gaspiller de mouvement. Il ne saisit pas une arme. Il n'en gardait pas une exposée, ne donnait pas à son chagrin ce genre de pouvoir. Mais sa posture changea de la manière dont elle changeait quand il était sur le point d'ouvrir une porte dans un endroit où les portes avaient été des pièges. Il marqua une pause, sa main sur la poignée. Le froid saignait à travers le métal. Il écouta. Il y avait une respiration dehors. Deux schémas, un peu profonds et instables, un stable et bas. Il ouvrit la porte. L'hiver s'élança, vif et propre, portant la neige et le pain et l'odeur de terre gelée. Sur le porche se tenait une femme, assez âgée pour que le froid semblait avoir rongé ses os pendant des années. Edith Caldwell avait 72 ans, petite et obstinément droite, bien que ses épaules tremblaient de fatigue et d'exposition. Ses cheveux étaient blancs argentés, torsadés en un chignon bas qui avait commencé à se défaire. Des mèches lâches s'accrochaient à son front. Son visage était ridé, mais pas fragile. Il y avait de la fierté dans le pli de sa bouche et de l'humour dans ses yeux, même s'il larmoyait à cause du vent. Elle portait un manteau de laine marron châtaigne qui pendait lourd sur sa silhouette mince, un col roulé crème en dessous, un pantalon foncé et de vieilles bottes en cuir faites pour les trottoirs glissants et la malchance. Une écharpe grise était enroulée trop serrée autour de sa gorge. Le genre de nœud qu'une personne faisait quand elle avait peur. Un petit sac en toile en bandoulière reposait sur sa hanche, assez léger pour signifier qu'elle n'avait pas porté grand-chose dans la tempête. À côté d'elle se tenait un berger allemand, mâle, environ 5 ans, grand et musclé, avec un épais pelage d'hiver de couleur noire et feu, si sombre que la selle noire engloutissait la majeure partie de son dos. Ses oreilles se tenaient droites comme des lames tirées. Ses yeux étaient d'un brun ambre profond, intelligent et stable. La neige saupoudrait son museau. Sa poitrine était large, sa posture fière, le genre de posture qui appartenait au chien de travail. Une patte avant, sa gauche touchait les planches avec une légère hésitation. Une boiterie subtile qui disait « Vieille blessure guérie, mais rappelée » autour de son cou. Pas un harnais complet, mais un fragment de sangle brûlée pendait comme une relique. Borde brûlée, boucles déformées, le genre de choses qu'un chien n'avait pas besoin, mais gardait quand même, parce que cela signifiait quelque chose. Il se tenait légèrement devant la vieille femme, incliné dans le vent de sorte qu'il le frappait en premier. Il n'aboya pas à Mason, il ne se précipita pas. Il regarda seulement directement, délibérément, comme s'il mesurait l'homme dans l'embrasure de la porte, de la manière dont Mason avait mesuré des étrangers dans d'autres vies. Le premier instinct de Mason fut de demander pourquoi. Son deuxième instinct fut de ne rien demander du tout parce que les questions invitaient les histoires, et les histoires invitaient l'attachement, et l'attachement lui avait autrefois coûté tout. Edith ne supplia pas. Elle ne prit pas la voix tremblante de quelqu'un jouant la pauvreté. Elle leva simplement le menton et dit « Je ne demande pas de charité. Je demande une nuit de chaleur. » Sa voix était mince mais ferme, la voix de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour comprendre la différence entre fierté et folie. La gorge de Mason se serra, non pas par sympathie, mais par reconnaissance. Le chien déplaça son poids, gardant son corps entre Edith et Mason,
ne menaçant pas protégeant. Mason le vit immédiatement. Il l'avait vu chez des hommes aussi. Il recula et ouvrit la porte plus grand. « Entrez, dit-il, et se surprit par le calme de sa voix. Edith hésita juste assez longtemps pour s'assurer qu'il le pensait, puis entra à pas prudents. Le berger allemand suivit, tournant la tête une fois pour balayer le porche sombre et la lisière des arbres au-delà, puis franchissant le seuil comme une sentinelle entrant dans un poste. La chaleur de la cabane les enveloppa. Les épaules d'Edith s'affaissèrent au moment où le froid cessa de mordre son visage. Mason la guida vers le poêle sans la toucher, respectant les limites de quelqu'un qui avait déjà été forcé de perdre suffisamment. Il tira une chaise près de la chaleur, drapa une couverture pliée sur ses épaules et posa une bouilloire sur le poêle. Ses mouvements étaient efficaces, pratiqués, pas doux exactement, mais prudents. Le chien se déplaça vers l'intérieur de la porte et s'y baissa, le dos tourné au vent, comme si la porte pouvait s'ouvrir de nouveau sans avertissement. Il s'allongea, mais il n'était pas détendu. Ses oreilles restèrent dressées. Son regard suivait tout. Les mains de Mason, la respiration d'Edith, les coins de la cabane, la boiterie ne l'empêchaient pas de cette vigilance. « Comment s'appelle-t-il » demanda Mason parce qu'il avait besoin de dire quelque chose de simple. Edith jeta un coup d'œil au chien, comme si elle en tirait de la force. « Sable » répondit-elle. Il y avait de l'affection dans sa voix, mais aussi du respect. « C'est la raison pour laquelle je suis debout. » Les yeux de Sable se posèrent sur Edith quand elle parla, puis revinrent à Mason. Mason n'aimait pas la façon dont ce regard le faisait se sentir, comme un homme à qui l'on demandait d'être bon. Il ne savait pas s'il se souvenait encore comment. Il se déplaça dans son petit coin cuisine, sortant une marmite, du bouillon en conserve, des légumes secs, tout ce qu'il avait qui pouvait devenir de la soupe. Il gardait des provisions pour les tempêtes, pas pour la compagnie. Mais la faim ne se souciait pas de l'intention. Les mains d'Edith tremblaient autour de la tasse d'eau chaude qu'il posa près d'elle. Au fur et à mesure que la vapeur montait, la couleur commença à revenir sur ses joues. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle, non pas curieuse, juste observant. Mason hocha la tête une fois. « Plus facile, dit-il. » La bouche d'Edith tressaillit. « Plus facile est une étrange religion, murmura-t-elle. Et d'une certaine manière, ce n'était pas une insulte, c'était une confession. Mason jeta un coup d'œil à la cheminée sans le vouloir. La photographie capta la lumière du feu. Edith suivit ses yeux. Elle ne commenta pas. La soupe mijota. Le silence s'installa. Non hostile, mais prudent. Deux animaux blessés tournant autour de la même chaleur. Sable laissa échapper un lent souffle par le nez, du genre qui ressemblait presque à un soupir. Mason remarqua sa patte, comment elle se tenait à une fraction du poids total. Vieilles fractures, pensa-t-il. Le froid faisait parler les vieilles blessures. Il le savait trop bien. Quand la soupe fut prête, Mason posa un bol dans les mains d'Edith. Elle le prit comme si c'était sacré. La première cuillerée fit fermer ses yeux. Pendant un instant, elle ressembla à une enfant. Puis elle les rouvrit et redevint une vieille femme avec fierté. « Merci, dit-elle simplement. » Mason hocha la tête comme si la gratitude était une chose qu'il pouvait accepter sans broncher. C'est là que ça arriva. La petite trahison négligente du papier. Edith bougea sur la chaise, tendant la main pour ajuster la couverture, et la sangle de son sac en toile glissa. Une épaisse enveloppe glissa, frappa le sol avec un doux bruit sourd et glissa vers la botte de Mason. La tête de Sable se leva instantanément, ses oreilles penchées en avant. Son regard s'aiguisa, non vers Edith, mais vers l'enveloppe, comme si le papier portait une odeur. Mason se figea. Pas à cause de l'enveloppe elle-même, parce que la réaction du chien ne collait pas. Les chiens réagissaient à la nourriture, aux étrangers, à la menace, pas aux documents. Pourtant, Sable fixa l'enveloppe de la manière dont il fixait la porte. Mason s'accroupit, la ramassa. Le papier était raide de froid. Le coin supérieur portait un logo net, North Star Lending. En dessous, des lettres en gras. Avis de saisie.
Les doigts de Mason se serrèrent. Quelque chose dans sa poitrine se déplaça. Une vieille charnière profonde s'ouvrant en grinçant. Il regarda Edith. Elle était devenue très immobile, de la manière dont les gens devenaient immobiles quand la honte entrait dans la pièce. « Ce n'est pas ce que ça semble, dit-elle, mais sa voix la trahit. C'était exactement ce que ça semblait. » Mason ne parla pas. Il fit glisser l'enveloppe sur la table, face visible, non pas comme une accusation, mais comme la réalité. Les yeux d'Edith se posèrent sur elle, puis s'éloignèrent. « Mes enfants sont partis, » dit-elle doucement. « Pas partis, partis, juste loin. Travaillent, visent, ils appellent, ils m'aiment. Mais l'amour ne paie pas une facture d'hiver quand le toit s'effondre et que la fournaise tombe en panne. » Son humour essaya de revenir, mais il ne put franchir le fossé. Je pensais que je pouvais gérer ça. Je pensais que je pouvais emprunter un peu, arranger les choses, m'en sortir, et puis elle déglutit. Et puis les chiffres changèrent, les papiers changèrent, la porte eut des chaînes. Mason écouta. Il n'interrompit pas. C'était quelque chose que l'armée lui avait appris. Curieusement, parfois la meilleure façon de garder quelqu'un en vie était de le laisser parler. Sable se leva, boita une fois, puis se déplaça aux côtés d'Edith et appuya son épaule contre son tibia, non pas suppliant, mais ancrant. La main d'Edith tomba sur sa tête, les doigts tremblants dans la fourrure épaisse. Mason fixa ce geste et sentit sa gorge se serrer d'un chagrin qu'il haïssait pour être encore tendre. Les mains de sa mère avaient ressemblé à ça, plus vieille qu'elle n'aurait dû l'être, douce et travailleuse. Sa mère s'était assise près d'un poêle aussi, l'attendant de rentrer à la maison. Il n'était pas arrivé à temps pour son dernier jour. Il avait été à des milliers de kilomètres, sauvant des étrangers pendant que son propre monde s'effondrait silencieusement. Ce fait vivait en lui comme une écharde qui n'arrêtait jamais de faire mal. Rehook. Sable tourna soudain la tête vers la fenêtre. Pas la porte, la fenêtre. Ses oreilles se dressèrent en avant. Il se tint parfaitement immobile, chaque muscle tendu, fixant l'obscurité dehors comme si la nuit venait de prononcer son nom. Mason suivit le regard du chien. Au début, il ne vit que la neige et les ombres de pin. Puis, loin en bas de la pente, une faible lueur de lumière là où il n'aurait pas dû y en avoir. Pas la ville, pas d'une lampe de Porsche. Une brève lueur mouvante comme une lumière de véhicule coupée et ramenée à moitié cachée derrière des arbres. Elle disparut, revint, disparut de nouveau. Sable laissa échapper un son bas et contrôlé du fond de sa poitrine. Pas tout à fait un grognement, plus comme un avertissement offert à quelqu'un qui comprenait les avertissements. La main d'Edith se serra sur la fourrure du chien. Il, commença-t-elle, puis s'arrêta comme si les nommés les invoqueraient. Mason ne bougea pas rapidement. Il bougea précisément. Il traversa jusqu'à la fenêtre et fixa l'obscurité. La lumière était partie maintenant. La forêt semblait de nouveau innocente, mais les instincts de Mason, dormant seulement parce qu'il les avait forcés à dormir, étaient pleinement éveillés. Il se retourna vers Edith. Son visage était pâle, non pas de froid maintenant, mais de terreur. « Viennent-ils chercher ?» demanda Mason. Les yeux d'Edith scintillèrent. Elle hocha la tête une fois. « Ils aiment te rappeler, » murmura-t-elle, « que tu es possédé. » La mâchoire de Mason se serra, non pas de colère, mais de calcul. Il avait quitté le monde pour échapper aux fantômes, non pour en inviter de nouveau. Pourtant, les voici montant sur son porche sous la forme d'une vieille femme et d'un chien avec une boiterie et un piège brûlé. Le destin n'arrivait pas avec le tonnerre. Parfois, il arrivait comme des papiers glissant sur un plancher de cabane. Mason marcha jusqu'à la porte, vérifia la serrure, puis glissa le verrou en place. Il ne le dramatisa pas. Il ne parla pas de protection comme si c'était une promesse. Il fit simplement ce que ses mains savaient. Il retourna au poêle et ajouta 2 bûches, regardant les flammes se renforcer. « Vous restez, dit-il, voix basse. Finale. » Edith leva les yeux. « Juste une nuit, commença-t-elle. » Mason secoua la tête, la coupant. « Aussi longtemps qu'il faudra pour que la tempête passe. »
Il ne dit pas l'autre chose qui se trouvait derrière ces mots, aussi longtemps qu'il lui faudrait pour décider quel genre d'homme il était encore. Les yeux d'Edith se remplirent, mais elle ne pleura pas. Elle expira comme quelqu'un qui avait retenu son souffle pendant des jours. Sable se réinstalla près de la porte, toujours face à elle, toujours en garde. Mason s'assit en face d'Edith avec son propre bol de soupe, mais il ne la goûta pas. Il regarda la vieille femme se réchauffer les mains, regarda le chien regarder le monde et sentit quelque chose bouger en lui qui n'avait rien à voir avec la pitié. C'était une reconnaissance aussi tranchante que l'air d'hiver. Ce n'était pas une rencontre aléatoire. C'était un test de la vie qu'il avait bâti. La cabane était de nouveau silencieuse, mais pas le silence qu'il avait vénéré. Ce silence avait un battement de cœur en lui. Il avait besoin. Il avait des conséquences. Le regard d'Edith dériva vers la photographie sur la cheminée. « Elle a l'air gentille », dit Edith doucement, comme si elle demandait permission. Mason ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'image jusqu'à ce que ses yeux brûlent. « Elle l'était », dit-il finalement. Le mot sortit comme s'il pesait 100 livres. Edith hocha la tête une fois. « Alors tu as appris du bon feu », murmura-t-elle. Mason faillit sourire à cela, presque. Dehors, le vent sifflait à travers les pins. Le poêle crépita. La cabane retint son souffle et Mason Hale, qui avait passé des années à perfectionner l'art de ne pas être nécessaire, s'assit en face d'une étrangère et réalisa que la nuit lui avait remis un choix qu'il ne pouvait ignorer. Il pouvait refermer la porte sur le monde de nouveau le matin, ou il pouvait laisser le feu signifier quelque chose. Edith serra la couverture plus fort autour de ses épaules. « Je suis désolée, » dit-elle soudain, le surprenant, « pour être venue, pour avoir apporté des ennuis à ta porte. » Mason regarda ses mains, jointures à vif, tremblements s'estompant maintenant. Il revit sa mère, et la vieille douleur monta comme une marée. Il l'avala. « Tu n'as pas apporté d'ennui, dit-il, et sa voix tenait une douceur d'acier qu'il ne savait pas posséder encore. Les ennuis étaient déjà là. Tu l'as juste rendu visible. » Les oreilles de sable tressaillirent au ton de Mason, comme si le chien reconnaissait un vœu quand il en entendait un. Les yeux d'Edith rencontrèrent ceux de Mason, et en eux, il n'y avait pas que de la gratitude, mais quelque chose de plus ancien, de la confiance offerte sans rien d'autre à marchander. Mason fixa le feu et sentit la chose la plus étrange. Pas de l'espoir exactement. L'espoir était un mot trop lumineux. C'était quelque chose de plus faible et de plus robuste. Un but peut-être, le genre qui ne chantait pas, le genre qui restait simplement. Le chapitre se termina de la manière dont les nuits d'hiver se terminaient souvent sur Crowidge sans cérémonie. La respiration d'Edith ralentit alors qu'elle sombrait dans un sommeil épuisé dans le fauteuil près du poêle. Sable resta à la porte, une statue noire et feu sculpté de loyauté et d'instinct. Mason ne dormit pas. Il s'assit le dos au mur, les yeux sur la fenêtre, écoutant la montagne et le léger craquement occasionnel du vieux bois, sachant que quelque chose au-delà des arbres, une compagnie avec des papiers polis et des dents plus aiguisées, pourrait compter les heures. Et pour la première fois depuis longtemps, Mason n'écoutait pas seulement le danger. Il écoutait ce que la photographie de sa mère semblait demander dans la lumière du feu. Que fais-tu quand quelqu'un de froid trouve ta porte et que le monde te défie d'être gentil? Le matin arriva vif et lumineux, le genre de matin d'hiver qui semblait miséricordieux de loin et faisait mal au moment où vous l'inhaliez. Le ciel au-dessus de Crowidge était d'un bleu dur, nettoyé par le vent de la nuit. Mason ouvrit la porte de la cabane et laissa entrer le froid juste assez longtemps pour le juger. L'air portait la morsure métallique qui lui disait qu'il resterait sous zéro toute la journée. Il enroula une écharpe autour des épaules d'Edith, attentif à ne pas faire d'histoire, et la guida sur le porche. De là, la montagne s'affaissait vers la ville en contrebas, les toits glacés de givre, la fumée montant droit des cheminées, les rues pâles et silencieuses comme si l'endroit retenait son souffle. Edith se tenait, les mains jointes, la laine de son manteau tiré serré sur sa poitrine. Dans la lumière du matin, elle semblait plus petite que la nuit précédente, comme si le feu lui avait prêté de la force,
et que la lumière du jour l'avait reprise. Elle pointa du doigt ganté vers un groupe d'arbres près du bord de la ville. Là, dit-elle, sa voix portait une fermeté qui venait de la répétition. Elle avait pratiqué cette explication dans sa tête de nombreuses fois. La maison avec le revêtement de cèdre. Vous ne pouvez pas voir le porche d'ici, mais il est là, où il l'était. Mason suivit son doigt. La maison se trouvait à la limite entre la dernière ligne de réverbère et la masse sombre de la forêt. Modeste et carré, le genre d'endroit construit pour être payé lentement et habité pour toujours. C'était mon monde entier, ajouta Edith, non pas avec nostalgie, mais avec un fait. Sable se tenait près de sa jambe, sa tête au niveau de son genou, regardant la ville comme il regardait tout, avec une attention qui ne se détendait jamais tout à fait. À la lumière du jour, sa taille était plus apparente, une poitrine lourde, un épais pelage d'hiver, une selle noire portée sur son dos. Sa patte avant gauche se posait soigneusement quand il bougeait, la vieille blessure se faisant sentir dans le froid. Mason le remarqua sans fixer. Il remarquait tout maintenant. De nouveau à l'intérieur, la porte scellée contre le froid, Edith s'assit à la table, pendant que Mason versait du café qu'il buvait rarement lui-même. Ses mains tremblaient moins que la nuit précédente, mais le tremblement était toujours là. « J'ai emprunté pour réparer le toit après la tempête, » dit-elle, reprenant là où elle s'était arrêtée. C'était censé être temporaire. L'homme au téléphone avait une voix chaleureuse, dit qu'il se spécialisait dans l'aide aux gens comme moi. Revenu fixe, urgence. Elle laissa échapper un rire court et sans humour. Drôle comment tout le monde veut aider quand ils vous font payer pour ça. Mason écouta, appuyé contre le comptoir, sa posture détendue, mais son attention précise. L'intérêt augmentait, continua Edith. Les papiers vinrent avec des chiffres que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé. Ils dirent que c'était standard. J'ai signé parce que j'étais fatigué et parce que je les croyais quand ils disaient que ça se stabiliserait. 2 mois plus tard, une lettre vint. Un autre numéro, une autre signature qui n'était pas la mienne. Sa bouche se serra. Puis ils vinrent en personne, polis, manteau propre. Ils parlaient comme des voisins. Ils mirent la vie sur ma porte et me dirent que j'avais 1 semaine pour partir. Mason sentit la pression familière monter derrière ses yeux. Il avait déjà vu ce schéma, juste dans des uniformes différents. Les systèmes n'avaient pas besoin de cruauté pour ruiner les gens. Ils n'avaient besoin que d'indifférence et de temps. Nous pouvons appeler la police, dit-il, non pas comme une solution, mais comme une porte qu'il était prêt à ouvrir si elle le voulait. Edith secoua lentement la tête. « La loi est avec le papier, » répondit-elle. « Pas avec les vieilles femmes qui ne lisent pas les petits caractères assez vite. » Elle le regarda alors vraiment comme si elle mesurait s'il était le genre d'homme qui avait besoin d'en entendre plus. « Je ne suis pas venu ici pour vous demander de le réparer, » ajouta-t-elle. « J'avais juste besoin de survivre à la nuit. » Mason hocha la tête, acceptant la limite. Il avait appris il y a longtemps que l'aide offerte sans consentement n'était qu'une autre forme de contrôle. Sable se déplaça autour de la cabane, le nez bas, traçant des lignes que Mason ne pouvait pas voir. Il s'arrêta près. La porte arrière renifla le seuil, puis le mur à côté. Ses oreilles s'inclinèrent en avant, puis en arrière, calibrant. Mason le regarda avec un intérêt professionnel qu'il ne s'était pas attendu à ressentir. « Il est alerte, » dit Mason. Edith sourit faiblement. « Il l'est toujours depuis l'incendie. » Le regard de Mason s'aiguisa. « Incendie? » Edith hésita puis hocha la tête. Il y a des années, entrepôt à la limite de la ville. Il a couru dans de la fumée dans laquelle il n'aurait pas dû courir. Est sorti avec cette sangle brûlée sur lui. Il n'a jamais aimé les espaces clos après. Elle toucha le fragment brûlé au coup de sable. Moi non plus. Après cette année, Mason ne demanda pas plus. Le traumatisme n'avait pas besoin d'être excavé pour être compris. En fin de matinée, la toux d'Edith revint, un son sec et rauque qui attira l'attention de Mason. Il offrit de conduire en ville pour des médicaments. Edith protesta par habitude. Mason n'argumenta pas. Le camion grogna à la vie, les pneus crissant sur le gravier gelé.
Sable sauta du côté passager sans attendre d'être dit, se recroquevillant soigneusement pour protéger sa mauvaise patte. Mason nota son efficacité, la manière dont le chien se gérait. La route descendant la montagne était étroite, taillée dans la pente comme une après-pensée. Mason conduisait avec une main ferme sur le volant, l'autre reposant près du levier de vitesse. La ville apparut plus clairement, ordinaire et trompeusement calme. À la pharmacie, Edith resta dans le camion avec le moteur en marche. Mason sortit, ses bottes frappant le pavé avec un son qui attira quelques regards. Il ne semblait pas appartenir au rythme lent de la ville et il s'en fichait. À l'intérieur, il prit des antibiotiques et du sirop contre la toux, se déplaçant dans les allées avec le but tranquille d'un homme qui ne magasinait pas tant qu'une chorale. Quand il se retourna vers le comptoir, il faillit entrer en collision avec un uniforme. L'adjoint Connor Wren avait la trentaine, assez grand pour rencontrer le regard de Mason sans tendre le coup. Sa carrure solide d'une manière qui suggérait le travail à la ferme avant l'insigne. Ses cheveux étaient clairs, bruns, coupés courts, son visage ouvert, mais fatigué avec de faibles lignes aux coins de ses yeux qui venaient du fait de plisser les yeux face au temps et au papier. Il portait son autorité de la manière dont certains hommes portaient de lourds manteaux, nécessaires, un peu encombrants. Mason Hale, dit Connor, la reconnaissance adoucissant son ton. J'ai entendu dire que vous étiez de retour dans la région. Mason inclina la tête. En passant, répondit-il, ce qui était assez proche de la vérité. Connor jeta un coup d'œil aux articles dans les mains de Mason. Tout va bien? Mason considéra combien dire. J'aide quelqu'un, répondit-il. Connor hocha la tête puis hésita comme si quelque chose était logé derrière ses dents. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, commença-t-il, puis s'arrêta. Ses yeux se posèrent brièvement sur le logo de la vie de saisie, visible à travers la vitrine de la pharmacie, sur un tableau d'affichage de l'autre côté de la rue. Un affichage public que Mason n'avait pas remarqué avant. North Star Lending, le nom atterrit entre eux comme une pièce tombée. Le regard de Connor glissa. Le moment passa. Mason ne poussa pas. Dehors, le magasin général se tenait de l'autre côté de la rue, ses fenêtres encombrées de flyers et de signes manuscrits. Mason entra pour prendre des provisions. La cloche au-dessus de la porte sonna, claire et fausse. C'est alors qu'il vit l'homme près des étagères, trentenaire, bien rasé, portant une veste de travail sombre sur un sweat à capuche gris, les mains dans les poches comme s'il possédait l'endroit. Ses cheveux étaient coupés courts, sa barbe taillée court le long de sa mâchoire, donnant à son visage un air franc et contenu. Il se déplaça dans le magasin à pas mesurés, les yeux cataloguant les étagères et l'espace, sans rien acheter. Quand il se retourna, son regard se posa sur Mason avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, dit l'homme, sa voix douce, assez amicale pour passer une inspection décontractée. « Vous êtes nouveau par ici. » Mason rencontra son regard sans imiter le sourire. « Non, dit-il. » Les yeux de l'homme se posèrent sur le camion dehors, vers le profil d'Edith, visible à travers le pare-brise. « Je demande après une femme âgée, » continua l'homme légèrement. « Il semble qu'elle se soit égarée la nuit dernière. Il fait froid dehors. » Mason sentit quelque chose se mettre en place. « Pas votre affaire, » répondit-il. L'homme inclina la tête, évaluant. « Tout est l'affaire de quelqu'un, » dit-il, souriant toujours. « Je m'appelle Silas Kay, il tendit d'une main. Mason ne la prit pas. « Elle est en sécurité, » dit Mason à la place. Silas laissa tomber sa main, indifférent. « Bien, dit-il, on ne voudrait pas d'accident. » Ses yeux s'attardèrent une fraction trop longtemps sur la montre de Mason, ses bottes, la carrure de ses épaules. Il mesurait la valeur. Qui Mason réalisa. Pas l'argent exactement, mais le risque. Silas s'écarta, permettant à Mason de passer. « Profitez de votre séjour, dit-il, et les mots sonnaient comme une prédiction. De retour dans le camion, Edith remarqua le silence de Mason. « Vous avez vu l'un d'eux, dit-elle doucement. » Mason ne le nia pas. Il remonta la montagne avec le sentiment d'être suivi même quand la route était vide.
Par l'après-midi lumineux, le ciel avait changé. Les nuages arrivèrent bas et vite, estompant le bleu en gris. Mason empila plus de bois près du poêle, ses mouvements précis. Edith se reposa sur le canapé, sa respiration plus facile avec le médicament. Sable arpentait le périmètre de la cabane, le nez traçant d'anciennes odeurs. Il s'arrêta près de la lisière des arbres, les oreilles se levant. Mason suivit son regard. Rien ne bougea. Le monde semblait ordinaire de nouveau. Alors que le crépuscule tombait, un camion apparut sur la route inférieure. Une forme sombre garée là, où personne ne se garait à moins d'attendre. Le moteur s'arrêta, aucune porte ne s'ouvrit. Le camion resta simplement, une tache patiente dans l'obscurité grandissante. Sable se leva, muscles tendus, mais il ne grogna pas. Il se tint et fixa comme il l'avait fait la nuit précédente, tenant la ligne entre l'avertissement et la retenue. Mason sentit la vérité s'installer en lui avec une clarté qui le surprit. Offrir un abri à Edith n'avait pas créé de problème. Il en avait révélé un. Il était entré dans une histoire qui s'était déroulée tranquillement, comptant sur les gens étant trop fatigués, trop froids, trop seuls pour résister. Mason éteignit la lumière du porche, laissant la cabane sombre de l'intérieur. Il n'aimait pas être vu. Il s'assit à la table et nettoya un outil qu'il n'avait pas besoin de nettoyer, s'ancrant dans le rituel familier. Edith le regarda, son expression pensive. « Vous n'aviez pas à, dit-elle. » Mason leva les yeux. « Je sais, » répondit-il. Dehors, les phares du camion s'allumèrent une fois, puis s'éteignirent de nouveau, comme pour reconnaître la présence de la cabane. Puis il partit. Sable resta debout longtemps après que le son du moteur s'estompa, son attention fixée sur l'endroit où la route disparaissait. Mason regarda le chien et sentit une décision se former, pas forte ou héroïque, mais ferme. Il avait essayé de vivre sans but, croyant que c'était plus sûr. La montagne lui avait répondu avec une dette qui n'était pas écrite sur papier et une femme qui refusait de disparaître tranquillement. La nuit se referma autour de la cabane et Mason comprit quelque chose qu'il n'avait pas voulu. Le feu qu'il avait été. Entretenir n'était plus seulement pour la chaleur, c'était un signal. Mason commença à bouger, mais pas comme un homme chassant la justice ou jouant le héros. Il bougea de la manière dont les soldats faisaient quand ils comprenaient le coup du bruit. Soigneusement, tranquillement, avec respect des limites. Avant l'aube, pendant que la montagne retenait encore son souffle, il remplaça les serrures de la cabane. Travaillant de main ferme, engourdi par le froid, il vérifia le sentier 2 fois, une fois à la vue, une fois à l'instinct, notant où la neige gisait trop uniformément, où elle avait été perturbée et lissée de nouveau. Il montra à Edith comment superposer les couvertures correctement, comment piéger la chaleur sans transpirer, comment garder des bottes près de la porte et une lampe de poche à portée de main. Il l'expliqua de la manière dont il pourrait briefer un coéquipier clair, calme, sans condescendance. Edith écouta avec la dignité de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour savoir que la préparation était une forme de respect. Le regardant, elle sentit quelque chose d'aigre doux s'installer dans sa poitrine. Il bougea avec la patience d'un fils qui avait appris la responsabilité trop tôt, et elle se demanda, non pas pour la première fois, qui lui avait appris à être si seul. Sable resta près, arpentant les bords de la cour, son souffle soufflant blanc dans le froid. Son pelage se hérissa là où le vent coupait à travers les arbres, fourrure noire et feu épaissi pour l'hiver. Toutes les quelques minutes, il retournait au même coin derrière la cabane, le nez bas, tournant en rond, puis s'arrêtant. Il n'aboya pas, il ne gratta pas, il resta simplement là, oreille en avant, queue immobile, comme s'il attendait que le sol lui-même confesse. Mason remarqua. Il faisait confiance au schéma, surtout quand il se répétait sans escalade. « Montre-moi », murmura-t-il, n'attendant pas de compréhension, mais offrant la permission. Sable s'écarta, patte une fois la neige. La parcelle en dessous était subtilement différente, compressée, inégale,
portant une odeur que Mason ne pouvait nommer, mais reconnue comme fausse. Métal faiblement aiguisé. Mason alla chercher une pelle et creusa soigneusement, épluchant les couches comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Sous la neige gisait un petit appareil noir pas plus grand que sa paume, magnétisé au poteau de clôture, une unité de suivi, propre, bon marché, jetable. Mason expira lentement. North Star n'avait pas juste poussé Edith hors de sa maison. Il regardait qui ramassait les morceaux. Il enveloppa l'appareil dans un tissu et le mit de côté. Ce n'était pas encore une preuve. C'était une confirmation. Sable tourna sa tête vers la lisière des arbres, narines dilatées, puis commença à descendre vers le ruisseau gelé. Mason suivit, ses bottes trouvant prise par habitude. Le ruisseau gisait sous une peau de glace qui chantait faiblement à chaque pas. Au loin dans le virage, où un pin était tombé des mois auparavant, et gisait à moitié enfoui comme une blessure qui ne se refermait jamais, Sable s'arrêta. Il renifla la base du tronc, puis gratta une fois, 2 fois. Mason s'agenouilla et balaya la neige. Un sac en nylon fit surface, enterré peu profondément, puis empressé. À l'intérieur se trouvaient des copies de contrats de saisie estampillés du logo de North Star, des noms encerclés en rouge. Adresses regroupées près des routes, près des vieilles routes forestières. Stratégique. Sous les papiers gisait une petite clé USB, son boîtier éraflé. Mason ferma le sac et se leva, le cœur stable, mais lourd. Ce n'était pas de l'opportunisme, c'était de la conception. Il ne brancha pas la clé USB dans son propre ordinateur. La curiosité tuait les gens qui prenaient l'information pour du contrôle. Au lieu de cela, il conduisit en ville de nouveau, cette fois avec intention. La station de radio de Harper Vale occupait une devanture convertie près de Main Street, les fenêtres perpétuellement embuées par la vieille chaleur. Harper elle-même répondit à la porte. Elle avait la trentaine, mince mais solide, avec des cheveux foncés attachés en une queue de cheval basse qui les maintenait hors de ses yeux. Son visage était aiguisé d'une manière pensive, pommette haute, une bouche qui se serrait quand elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Des années de reportage lui avaient donné une posture qui se penchait en avant, comme si la vérité pouvait essayer de lui échapper si elle se relâchait. Elle reconnut Mason immédiatement, non par son nom, mais par sa tenue. « Vous ressemblez à des ennuis », dit-elle légèrement, s'écartant. « Le genre qui n'aime pas être ici. » Mason lui tendit le sac. « Je n'apprécie pas grand-chose », répondit-il. L'humour d'Harper s'estompa alors qu'elle regardait le contenu. Ses doigts s'arrêtèrent sur les contrats, puis sur la clé USB. « Ils ont été négligents », dit-elle doucement. « Ou arrogants. » Elle expliqua que North Star l'avait menacée des mois auparavant lorsqu'elle avait commencé à relier des saisies étranges à des maisons vides utilisées brièvement, puis abandonnées. Stockage temporaire, transferts discrets. « Ils ne prêtent pas seulement, dit-elle. Ils collectent. » Mason sentit les pièces s'aligner. Harper rencontra ses yeux. « Si ce qui est sur ce lecteur correspond à ce que je pense, ajouta-t-elle, cela va au-delà du prêt usuraire. » Mason hocha la tête une fois. Dehors, le jour s'assombrit plus tôt qu'il n'aurait dû. Quand Mason retourna à la cabane, la toux d'Edith avait empiré. Sa peau brûlait sous sa main malgré la pièce froide. Il la conduisit à la clinique de la ville. Sable roulant raidement à l'arrière, les yeux fixés d'en avant. Le docteur, une femme cinquantenaire aux cheveux striés de gris et à la voix usée par des années de petite ville. La médecine écouta les poumons d'Edith et fronça les sourcils. « Pneumonie précoce, dit-elle. Traitable, mais elle a besoin de repos, de chaleur, pas de stress. » Mason avala l'amère ironie. Le temps était devenu une monnaie qui leur manquait. La nuit tomba vite. Mason s'assit près du feu, écoutant Edith respirer irrégulièrement, comptant les secondes entre les toux. Sable était couché à ses pieds, sa tête reposant sur ses pattes, les yeux ouverts. À un moment donné, il leva brusquement la tête, fixant la fenêtre. Mason suivit son regard et le sentit,
une pression, pas un son, une présence. Rehook vint sans avertissement. Le feu crépita, envoyant des étincelles vers le haut, et Sable se leva, les poils dressés, non pas par agression, mais par reconnaissance. Il marcha jusqu'à la fenêtre et s'assit parfaitement immobile, face au verre. Mason sentit les poils de ses bras se dresser. Dehors, la neige tombait plus fort, effaçant les traces aussi vite qu'elles pouvaient être faites. À ce moment-là, Mason comprit quelque chose qui allait au-delà de la tactique. North Star ne réagissait pas seulement. Ils attendaient, et Sable, avec des instincts aiguisés par le feu et la perte, connaissait la différence. Au matin, Harper appela. Sa voix était tendue de retenue. « Vous avez eu raison de ne pas l'ouvrir, dit-elle. Ce n'est pas seulement local. Il y a des transferts enregistrés, des dates, des racines, des maisons utilisées pendant des heures à la fois. » Mason ferma les yeux. « Pouvez-vous protéger la source ?» demanda-t-il. Harper ne répondit pas immédiatement. « Je peux essayer, » dit-elle finalement. « Mais ils sentiront cela. » Mason regarda Edith, pâle contre les couvertures, et Sable, qui avait repris sa garde. Il sentit le rétrécissement des options, le calme familier qui venait quand le chemin à parcourir exigeait un engagement. Il n'était pas là pour gagner. Il était là pour tenir la ligne assez longtemps pour que la vérité fasse surface. Et sous la neige fraîche, les empreintes se formaient déjà. North Star répondit de la manière dont les organisations le faisaient toujours quand leur système silencieux était touché. Rapidement, poliment et avec un tranchant qui n'élevait jamais sa voix. La lumière de fin d'après-midi s'amenuisait déjà quand un SUV sombre remonta doucement la route de montagne et s'arrêta juste avant la cabane. Mason regarda par la fenêtre sans bouger, cataloguant la posture et le timing. 3 hommes sortirent. Silas Kay menait, sa veste de travail zippée contre le froid, barbe taillée proprement le long de sa mâchoire, yeux calmes et évaluatifs. Derrière lui se tenaient 2 autres, tous 2 trentenaires, aux épaules larges, visages figés dans la neutralité prudente d'hommes qui avaient appris à attendre. L'un portait un bonnet de laine tiré bas. L'autre gardait ses mains visibles, paumes ouvertes comme pour assurer. Ils bougèrent avec la confiance non pressée de gens qui croyaient que la loi finirait par les rattraper. Mason ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Le froid glissa entre eux, tranchant et délibéré. Sia sourit. « Juste pour prendre des nouvelles de notre voisine, dit-il, son ton assez chaleureux pour passer pour de la gentillesse. Nous avons entendu dire qu'il pourrait y avoir une certaine confusion concernant l'occupation. » Edith se tenait à quelques pas en arrière, enveloppée dans une couverture, sa colonne vertébrale droite malgré la toux qui secouait sa poitrine. Sable s'avança sans commandement, se plaçant carrément entre Edith et le seuil. Il ne montra pas ses dents. Il n'aboya pas. Il se tint simplement, le poids équilibré, les yeux fixés sur Silas avec une concentration stable et sans cligner. L'effet fut immédiat. L'un des hommes bougea ses pieds, le sourire de Silas s'amenuisa, puis revint, mesuré. « Il y a une dette attachée à une propriété, continua-t-il. Les dettes ne disparaissent pas juste parce que quelqu'un change d'adresse. » Mason rencontra son regard. « Ni les menaces, dit-il calmement. » Silas gloussa doucement comme s'il appréciait une blague. « Pas de menaces ici, répondit-il. Seulement des faits. Edith Caldwell n'a pas de résidence légale pour le moment. Cela peut compliquer les choses. Prestations, soins médicaux, sécurité. » Ses yeux se posèrent brièvement sur Edith, puis de retour à Mason. L'implication s'installa comme le givre. Mason sentit son pouls ralentir. Il avait déjà entendu cette cadence, un langage façonné pour paraître raisonnable, tout en pressant une lame sous les côtes. « Vous devriez partir, dit Mason. » Silas leva les mains dans un geste de paix. « Bien sûr, dit-il. Nous ne sommes pas venus pour causer de l'inconfort. » Alors qu'il se détournait, l'un des hommes jeta un coup d'œil à Sable avec un regard qui pesait le coup. Le SUV descendit la montagne et disparut parmi les arbres. Le silence qui suivit fut caissant. Le crépuscule vint vite. Les nuages s'épaissirent, avalant la dernière lumière.
Mason entreprit la routine du soir avec un calme délibéré, vérifiant le poêle, mettant de l'eau à bouillir, disposant des lanternes. Edith le regarda avec une expression qui contenait de la gratitude et de l'inquiétude en égale mesure. « Vous ne devriez pas porter cela pour moi, dit-elle doucement. Mason secoua la tête. « Je ne vous porte pas, répondit-il. Je me tiens avec vous. » Le courant s'est coupé juste après plein. Sombre. Pas un scintillement, une coupure nette. Le chauffage s'éteignit. Les lumières disparurent. Le silence soudain résonnant plus fort que le son. La respiration d'Edith se coupa. Mason bougea immédiatement, allumant des lampes à huile, ajustant le registre du poêle, parlant calmement du temps et des pannes de la manière dont on parlait pour ancrer l'esprit. Dehors, le vent se leva, faisant vibrer les arbres avec un son qui tira Mason en arrière à travers la mémoire. Aux nuits où l'obscurité signifiait l'exposition et l'exposition signifiait la perte, il resta présent. Il avait appris comment. Sable fit les 100 pas une fois, puis s'installa près de la chaise d'Edith, son corps incliné vers l'extérieur. Le vent hurla. La neige frappa les fenêtres de côté. Sable se leva brusquement et alla à la porte arrière, gémissant une fois, bas, urgent. Mason suivit, enfilant ses bottes et son manteau. La neige derrière la cabane gisait perturbée d'une manière qui n'appartenait pas au temps. Sable le mena à la base d'un poteau en bois près de la remise et s'arrêta, le nez pressé au sol. Mason s'agenouilla et creusa avec des mains gantées. Un autre appareil fit surface, plus grand. Cette fois des fils serrés en paquet. Un bloc batterie scellé contre l'humidité. Pas un tracker. Préparation. La mâchoire de Mason se serra. Ce n'était pas de l'intimidation seulement. C'était une répétition. Rehook arriva alors que le vent montait et que les lampes vacillaient. Sable se figea, tête levée, oreille inclinée vers la lisière des arbres. Il ne grogna pas. Il ne recula pas. Il se tint et attendit comme si la nuit elle-même allait répondre. Mason le sentit aussi, un sentiment de synchronisation s'alignant. La manière dont les moments le faisaient parfois avant que tout ne change. Il couvrit l'appareil et entra, scellant la porte. Il ne dormit pas. À l'aube, il appela Connor Wren. Connor arriva avec la hâte prudente d'un homme marchant sur une ligne. À la lumière du jour, Connor semblait plus âgé, les yeux ombragés, la mâchoire serrée de retenue. Il écouta alors que Mason lui montrait l'appareil, les photos, le schéma des visites. Connor se frotta le visage d'une main. North Star a été difficile, admit-il. Ils ont des avocats, des pistes écrites. Il leva les yeux. Mais ceci, il fit un geste vers l'appareil. Ce n'est pas du prêt. Mason hocha la tête. J'ai mis Harper dans la boucle, dit-il. Connor expira. Bien. Harper arriva 1 heure plus tard, son camion saupoudré de neige, les yeux brillants d'un mélange de résolution et de préoccupation. Elle examina l'appareil, le photographia, posa des questions précises. Ils escaladent, dit-elle. Quand la pression ne fonctionne pas, ils coupent des services publics. Quand la peur ne fonctionne pas, ils préparent. La toux d'Edith s'aggrava l'après-midi, sa fièvre montant. Mason la conduisit de nouveau à la clinique. Le docteur fronça les sourcils plus profondément cette fois, augmenta la médication, avertit de l'exposition. Elle a besoin de stabilité, dit-elle. Le stress ralentira la guérison. Mason hocha la tête, sentant le corridor se rétrécir. Le soir apporta le message. Il vint au téléphone de Mason d'un numéro inconnu. Le texte net contre la faible lumière de la cabane. Retourne ce qui n'est pas à toi ou la vieille femme n'aura pas d'endroit où rester. Mason fixa l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Sable s'approcha tranquillement et reposa sa tête contre la main de Mason. Le poids était solide, ancrant, pas du confort exactement, mais un rappel. Mason comprit. Ce n'était plus une question de retraite. C'était une question de choisir où se tenir quand le silence devenait permission.
Il éteignit le téléphone et regarda la montagne s'assombrir. Le feu brûla stable. La ligne avait été tracée. La lumière du jour n'offrait aucune miséricorde, seulement de la clarté. Le ciel au-dessus de Crowidge était d'un blanc caissant. Les nuages s'étiraient minces comme de la gaze sur l'os. Mason se gara à 2 rues de l'ancienne maison d'Edith, choisissant la distance plutôt que la commodité. Harper Vale gara son camion plus près, son souffle s'embrouillant alors qu'elle balayait la route tranquille, pendant que l'adjoint Connor Wren ajustait son chapeau et vérifiait les trottoirs vides avec la prudence pratiquée de quelqu'un qui savait comment les petites villes cachaient leurs secrets à la vue de tous. Connor semblait différent sans uniforme. Toujours solide, toujours alerte, mais plus exposé. L'insigne absorbait habituellement la suspicion. Sans elle, il n'était qu'un homme choisissant où se tenir. « Nous faisons ça proprement », dit Connor doucement. Dedans et dehors, Mason hocha la tête. Sable sauta du camion en dernier, atterrissant soigneusement sur sa mauvaise patte, puis levant sa tête alors que la maison apparut. L'endroit se tenait exactement comme Edith l'avait décrit. Revêtement de cèdre terni par l'hiver, rampe de porche toujours solide, une couronne gelée en forme de souvenir. Des rideaux pendaient inégalement à l'intérieur. Quelqu'un avait précipité la fermeture. Mason sentit le serrement familier dans sa poitrine, la reconnaissance d'une vie interrompue. Ils entrèrent par l'arrière, la clé de Connor tournant dans la serrure, avec un son qui résonna trop fort dans la cuisine vide. L'air à l'intérieur était froid et rassis, portant la faible douceur du vieux bois et de la poussière. Les meubles restèrent où Edith les avait laissés. Une petite table avec une chaise tirée en arrière, une lampe légèrement inclinée à gauche, et des photos de famille alignant une étagère. Harper s'arrêta à une image. Une Edith plus jeune avec ses enfants, visage lumineux, bras liés. Ils ne l'ont même pas vidé, murmura Harper. Mason se déplaça dans les pièces méthodiquement, les yeux traçant les détails. La machine à coudre était assise près de la fenêtre, les fils toujours bouclés, comme si Edith était simplement sortie prendre un café. Connor déglutit difficilement. Ce n'est pas à quoi les saisies sont censées ressembler, dit-il. Sable se tint en haut des escaliers du sous-sol, les oreilles dressées. Il renifla une fois, puis 2 fois, puis descendit lentement, les griffes cliquetant contre le bois. Mason suivit, la lampe de poche coupant à travers la pénombre. Le sous-sol sentait faux, chimique aigu, essence superposée sur métal. Sable le mena au mur du fond où de nouvelles planches avaient été clouées sur de plus vieilles planches. Il s'assit et regarda Mason, les yeux stables. Mason décolla les planches. Derrière eux gisait un espace exigu empilé de boîtes et de dossiers, des étiquettes manuscrites et barrées, des contrats estampillés et réestampillés. Harper le rejoignit, le souffle coupé. « C'est ça, dit-elle. Ajustement faux, signature dupliquée. » Connor feuilletta un grand livre et devint immobile. « C'est date, dit-il lentement. Je reconnais les autorisations. » Il leva les yeux, la mâchoire serrée. Il y a des fonctionnaires de la ville là-dessus. La réalisation atterrit lourde et inévitable. Des pas résonnèrent au-dessus. Mason se raidit. Des voix suivirent. Trop près. Trop confiant. Le rire de Silas Kay traversa la maison comme une lame enveloppée de soie. « Tu aurais dû rester au chaud, » dit Silas de la cuisine. Le moment se fractura. Mason attrapa ce qu'il put. Dossier le grand livre et les fourra dans le sac d'Harper. « Va, » murmura-t-il. Sable se hérissa, un son bas grondant dans sa poitrine pour la première fois. Ils s'élancèrent par la porte du sous-sol et dehors dans la cour alors que des cris suivaient. La neige céda sous leurs pieds, inégale et traître. Silas et ses hommes se déversèrent par la porte arrière. Harper glissa sur la glace et tomba lourdement, le sac dérapant. Mason se tourna sans hésitation. Il laissa tomber les dossiers et la hissa, le bras enroulé autour de ses épaules. Connor tira un coup de semonce en l'air, le claquement fendant le silence.
Sable chargea, non pas pour attaquer, mais pour bloquer, se positionnant carrément entre les hommes et les papiers tombés, les dents nues maintenant, les yeux flamboyants. Cela leur acheta des secondes. Ils coururent. Ils ne s'arrêtèrent pas jusqu'à ce que les arbres avalent la maison et que les sons derrière eux s'amenuisent en vent. De retour à la cabane, le coup devint clair. La preuve qu'ils avaient portée était partielle au mieux. Assez pour confirmer la vérité, pas assez pour y mettre fin. Edith s'assit près du feu quand ils revinrent, elle enveloppée dans une couverture, les yeux creux. Elle ne demanda pas ce qu'ils avaient trouvé. Elle les avait. Mason s'agenouilla devant elle, quelque chose en lui s'ouvrant. « Je suis désolé, dit-il doucement. Les mots avaient un goût de vieux. Je n'ai pas pu la protéger, ajouta-t-il, voix basse, parlant à un fantôme autant qu'à une femme. Edith plaça une main sur sa joue, les doigts tremblants. « Tu es resté, dit-elle. Ça compte. » Sable posa sa tête sur son genou, le corps tremblant d'un gémissement retenu. Le feu craqua. Dehors, la neige tomba, effaçant des empreintes qui ne méritaient pas de durer. Mason s'assit avec eux, comprenant enfin que sauver une maison n'était pas toujours une question de mur. Parfois, c'était une question de se tenir debout quand quelque chose de sacré avait déjà été pris. North Star ne recula pas. Ils contre-attaquèrent. Le changement fut subtil au début, de la manière dont la pression l'était toujours quand elle voulait paraître légitime. Des lettres arrivèrent adressées à Edith, d'épaisses enveloppes lourdes de langage juridique et d'avertissement. Une poursuite judiciaire suivie, nette et clinique, l'accusant d'intrusion et de fausses déclarations, la dépeignant comme une emprunteuse irresponsable qui avait abandonné ses obligations. Des rumeurs se répandirent en ville, portées doucement par des voix qui clamaient leur inquiétude tout en répétant les mêmes phrases. L'adjoint Connor Wren sentit la pression ensuite. Un appel de son superviseur, des questions polies mais fermes sur la procédure, sur la raison pour laquelle il avait été vu près d'une propriété sous saisie active. Connor le prit avec une colonne vertébrale droite et une mâchoire serrée, son sens du devoir tirant contre la réalité que le devoir ne protégeait pas toujours ceux qui l'exerçaient honnêtement. Mason regarda tout cela se dérouler avec le calme de quelqu'un qui reconnaissait un champ de bataille familier, mais son corps n'oubliait pas aussi facilement que son esprit le voulait. Le vent commença à le perturber, non pas le son lui-même, mais la manière dont il se frayait un chemin à travers les arbres la nuit, montant et descendant comme des moteurs lointains. Une fois, en allumant le poêle, sa main trembla assez fort pour que l'allumette le brûle avant qu'il ne la lâche. Il fixa la marque sur sa peau plus longtemps que nécessaire, respirant à travers la poussée, s'ancrant de la manière dont il avait appris des années auparavant, nommant des objets dans la pièce, comptant les secondes, forçant son pouls à ralentir. Edith remarqua tout. Elle remarqua la manière dont ses épaules se tendaient quand les portes claquaient, la manière dont ses yeux suivaient les ombres plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Un soir, alors que la neige pressait contre les fenêtres et que la radio murmurait doucement, elle parla sans se détourner du feu. « Vous n'avez pas besoin de me sauver, dit-elle doucement. Mason leva les yeux, surpris. « Vous avez juste besoin de rester, » continua Edith. « C'est tout. » Les mots s'installèrent en lui, lourds et inattendus. Rester lui avait toujours coûté plus que partir. Harper? À travers le mince mur, Mason entendit des voix. Silas Kay, basse et contrôlée, et celle d'un autre homme, plus rude, impatient. Il parlait de la réunion de la mairie prévue pour la nuit suivante. De dossiers, de feu. Rehook vint dans le silence entre les mots. Quand Mason réalisa qu'il n'écoutait pas une menace, mais un calendrier, il recula, le cœur stable maintenant, la clarté revenant avec une précision brutale. Il attendit que les hommes partent, puis bougea. Il trouva les documents cachés sous les planchers, contrats originaux, signatures inaltérées, preuves destinées à disparaître dans les flammes. Alors que Mason émergeait, Silas tourna le coin,
la surprise vacillant sur son visage avant que le calcul ne prenne le dessus. La confrontation fut brève et brutale. Mason bougea avec une déficience pratique, désarmant Silas et le clouant sans rage. Le souffle de Silas venait difficilement, les yeux brûlants de frustration. « Tu penses que ça finit quelque chose? » cracha-t-il. Mason serra sa prise juste assez. « La loi le fera, dit-il, voix stable. » Cette fois, Mason n'était pas trop tard. La nuit de la réunion de la ville arriva avec un froid si vif qu'il semblait intentionnel, comme si l'hiver lui-même voulait écouter. La salle communautaire de Crowidge brillait contre la neige, les fenêtres embuées, les portes s'ouvrant et se fermant avec des rafales de souffle et d'anticipation. À l'intérieur, les gens tapaient des pieds, ôtaient leurs manteaux et prenaient des sièges qui n'avaient pas tous été remplis depuis des années. Mason se tint près de l'arrière au début, posture aisée mais alerte. La vieille discipline le fixant dans l'immobilité. Sable était couché à ses pieds, calme, vigilant, ses yeux ambrés suivant la pièce comme s'il comptait des battements de cœur. Edith était assise 2 rangées plus loin, enveloppée dans une écharpe tricotée, les mains croisées sur ses genoux. Elle semblait plus petite qu'elle ne l'avait été à la cabane, mais plus stable, comme si la chaleur de la présence partagée lui avait donné une colonne vertébrale sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Harper Vale monta sur scène avec une pile de notes et une voix qui portait. Elle était grande et élancée, les cheveux foncés tirés en un chignon pratique, les yeux brillants d'une résolution qui venait d'avoir écouté trop longtemps des gens qui pensaient que personne ne les entendrait. Elle parla lentement au début, décrivant des schémas sans accusation, des taux d'intérêt qui montaient sans préavis, des documents révisés après les signatures, des maisons saisies avec une vitesse inhabituelle, des visages dans la foule bougèrent, des murmures ondulèrent. Quand elle nomma North Star Lending, le son s'aiguisa. L'adjoint Connor Wren suivit, uniforme impeccable, mâchoire serrée. Il présenta les chronologies de corroboration, les journaux, les permis approuvés sans examen. Il n'embellit pas. Il ne plaida pas. Il laissa les faits faire le travail, sa fermeté ancrant la pièce. Mason s'avança en dernier. Il plaça les originaux récupérés sur la table, contrats inaltérés, signatures intactes. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Le silence tomba d'une manière qui semblait méritée. Les représentants de North Star s'assirent rigides, les yeux calculant les sorties. Gage Holloway se leva alors, un homme de corpulence confortable et de toilettage soigné, cheveux argentés aux tempes, manteau taillé pour suggérer la confiance. Il sourit trop vite, offrit des réassurances qui semblaient répétées. Il fit un pas en arrière. Sable se leva, non pas avec un aboiement, non pas avec un grognement, juste une intensité soudaine et unmistakable. Son corps incliné, le nez levé, un son bas vibrant à travers sa poitrine, comme une cloche d'avertissement frappée une fois. Mason le sentit avant de le comprendre. Essence. L'odeur s'accrochait à la manche de Gage, faible mais fausse, tissée sous l'eau de Cologne. Rehook vint de la manière dont le regard de Sable se posa sur l'ancienne route de maintenance sur la carte épinglée au mur, puis de retour à Mason, puis à la porte. Un plan toujours en mouvement. Mason bougea, Connor bougea. La pièce se mit en mouvement derrière eux alors que les officiers suivaient l'instinct qui venait d'être nommé. Ils trouvèrent l'ancien entrepôt juste au moment où les flammes léchaient le bord d'une palette imbibée de carburant. Trop tard pour prétendre, assez tôt pour l'arrêter. Gage fut arrêté sous l'éclat des projecteurs, son sang-froid se fissurant finalement. Au matin, des agents fédéraux arrivèrent. Les bureaux de North Star furent scellés. Les téléphones sonnèrent sans réponse. Le cas d'Edith avança rapidement alors. Pas un miracle, pas un renversement de l'hiver, mais un sursis accordé. Une maison rendue en attendant les procédures complètes. Justice tardive mais respirant. Des semaines passèrent. La neige s'adoucit en quelque chose de plus doux. La cabane changea sans s'annoncer à changer.
Des chaises supplémentaires apparurent. Une bouilloire resta chaude plus longtemps. Des voisins arrivèrent avec les mains jointes et des sourires hésitants, puis avec des casseroles et des questions. La cheminée fit ce que les feux avaient toujours fait quand ils étaient entretenus. Elle rassembla les gens qui avaient besoin de lumière. Edith se mit à tricoter près du foyer, ses doigts se souvenant d'un rythme qui régularisait sa respiration. Sable dormait à ses pieds, se levant de temps en temps pour saluer quelqu'un de nouveau avec un remuement mesuré. Mason se tenait à la fenêtre certains soirs, regardant les flocons tomber dans la lumière de la lampe, remarquant le silence sans le confondre avec le vide. Il n'alla pas chercher de sens. Il avait appris que le fer le faisait souvent fuir. Le sens, il s'avéra, l'avait trouvé. Une nuit où une porte s'ouvrit et rester devint un acte de courage. Les miracles n'arrivent pas toujours avec le tonnerre. Parfois, ils viennent comme une pièce chaude d'une nuit impitoyable, une main qui choisit d'ouvrir une porte, et un chien loyal dont les instincts refusent de laisser une bonne âme disparaître dans la neige. Si Dieu peut placer des étoiles dans un ciel d'hiver, il peut aussi placer de l'aide sur notre chemin au moment exact où nous pensons être le plus seuls. À Crowedge, le miracle n'était pas que la difficulté disparaisse du jour au lendemain. Le miracle était que l'amour se manifeste quand même, stable et pratique, transformant la peur en courage et le silence en un phare. Dans la vie de tous les jours, la plupart d'entre nous ne feront jamais face à une maison fermée à clé dans un blizzard ou à une entreprise corrompue dans l'ombre. Mais nous rencontrons tous de plus petites tempêtes. Un voisin qui lutte tranquillement, un aîné qui se sent oublié, une famille accablée par les factures et l'inquiétude, un corps portant un chagrin que personne ne peut voir. Et dans ces moments, Dieu travaille souvent à travers des gens ordinaires qui choisissent de faire une chose ordinaire avec une foi extraordinaire. Pour écouter, pour se montrer, pour se tenir aux côtés de quelqu'un quand il serait plus facile de s'éloigner. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous croyez que Dieu vous enseigne en cette saison de la vie. Et si vous voulez plus d'histoires de foi, de courage et de seconde chance, abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas manquer la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Apporte de la chaleur à votre maison, la paix à votre esprit, la force à votre cœur et la protection sur tous ceux